Donc les syncopes réflexes, je vous les ai présentés un petit peu tout à l'heure, hein, neurocardiogéniques, situationnelles, hyperréflectivité sino-carotidienne et quelquefois donc effort ou altitude, mais quelquefois on ne retrouve pas de cause. Hypotension orthostatique, je vous les ai présentés aussi, donc les dysautonomies, qu'elles soient primitives ou secondaires, très fréquent, la maladie de Parkinson, d'une part du fait de l'anomalie neurologique et d'autre part du fait du médicament qu'on va donner, qui va donner des hypotensions, ces hypotensions orthostatiques. Iatrogène, tous les médicaments qui vont entraîner une diminution du volume circulant, donc les diurétiques. Quand on donne un diurétique pour une hypertension artérielle à une personne relativement âgée, vous risquez de faire chuter la tension, qui va être d'autant plus manifeste que le patient se met debout. Vous avez aussi bien sûr les médicaments vasodilatateurs, là aussi ce sont des antihypertenseurs qu'on se donne aux sujets âgés. Et puis vous avez potentiellement donc l'alcool, enfin un certain nombre de toxiques qui vont entraîner une modification de la réactivité vasculaire. Et puis, bien sûr, ça semble un petit peu évident, les hypovolémies, c'est-à-dire que vous avez une déshydratation parce que vous vomissez, parce que vous avez une diarrhée, parce que vous saignez, vous avez une anémie, donc une diminution du volume sanguin circulant, et vous allez être sujet, lorsque vous allez vous mettre rapidement debout, à une chute tensionnelle et une hypoperfusion, une lipothymie, voire une syncope. Je pense que vous avez tous eu des problèmes digestifs en voyageant quelquefois à l'étranger, hein, et que quand vous avez un syndrome diarrhéique extrêmement sévère, méfiez-vous, il ne faut pas se précipiter de la position couchée pour aller aux toilettes, parce que là, vous risquez de vous casser la figure et de faire une syncope par hypotension. Donc les syncopes cardiaques, c'est bradycardie, enfin les troubles du rythme, bradycardie, tachycardie ou mécanique, ou bien sûr, on peut avoir une association d'un trouble du rythme au cours d'une anomalie mécanique, notamment un infarctus du myocarde. Un patient peut passer en fibrillation auriculaire au cours d'un infarctus du myocarde et les deux anomalies vont se potentialiser en termes de débit cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous allez recevoir un patient qui vient consulter aux urgences pour une syncope? Eh bien, vous allez l'interroger. L'interrogatoire, ça reste toujours primordial en médecine, hein, même si actuellement vous avez plein de technologies d'exploration. Mais si vous interrogez correctement votre patient, vous allez orienter votre diagnostic vers un certain nombre de pathologies et vous utiliserez les examens complémentaires pour conforter votre diagnostic. Alors que si vous n'interrogez pas votre patient, vous partez juste, tiens, il a fait une syncope, et vous déclinez tous les examens possibles, ça va coûter très cher et ça ne sera pas forcément très utile. Donc l'interrogatoire, on va regarder ce qu'il faut bien poser comme question. L'examen clinique, bien sûr, cardiovasculaire mais aussi neurologique, et un électrocardiogramme. Donc ça, c'est le bilan de base pour une syncope. Et vous voyez que c'est assez rentable parce que lorsque vous avez finalement posé votre diagnostic à la fin des explorations de votre syncope, hein, l'étiologie de la syncope, eh bien vous voyez que ces trois examens permettent de répondre dans 50% des cas et vous donnent le diagnostic. Donc ça, finalement, aux urgences, vous pouvez résoudre 50% des problèmes de patients qui ont des syncopes. Et puis quand vous n'allez pas y arriver, vous aurez un certain nombre d'examens, l'échographie cardiaque, le Holter ECG, le test d'inclinaison et exceptionnellement les tests plus agressifs comme les explorations électrophysiologiques endocavitaires. L'interrogatoire, c'est fondamental. Donc vous allez interroger les antécédents personnels qui soient extracardiaques ou cardiaques. Le patient, s'il a fait un infarctus, s'il a déjà une insuffisance cardiaque connue. Vous allez préciser les traitements en cours. On a vu que certains traitements pouvaient générer, du fait de l'hypotension orthostatique, des syncopes. Donc vous allez savoir s'ils prennent des diurétiques. Vous allez demander s'ils prennent des vasodilatateurs, des bêta-bloquants. Donc bien préciser les médicaments. Et puis aussi la prise de toxiques, puisque certains d'entre eux, comme l'alcool à dose excessive ou certains narcotiques, peuvent entraîner donc, des troubles et des pertes de connaissance. Les antécédents familiaux sont indispensables. Savoir qu'un patient jeune qui a fait une syncope nocturne qui vient et dont un des cousins ou un frère a déjà fait une mort subite à moins de 45 ans, ça vous inquiète un peu. Donc il faut savoir ces antécédents familiaux.
savoir si dans la famille, il y a eu des cas de mort subite. Et puis, bien sûr, les facteurs de risque cardiovasculaire que vous verrez avec Antoine Lafont prochainement pour essayer de voir si le patient a un risque de maladie coronaire. Une fois que vous avez fait ce contexte, vous allez vous intéresser plus particulièrement aux symptômes et donc à la syncope. Et vous allez préciser si cette syncope a été précédée de prodromes. Les prodromes, ce sont des signes cliniques, des symptômes qui apparaissent avant l'événement syncopal. Donc vous allez lui demander s'il a eu chaud, des sueurs, s'il a eu un brouillard visuel, s'il a eu une douleur, enfin voilà, voir s'il y avait quelque chose qui pourrait expliquer le déclenchement et l'apparition de la syncope. Vous allez bien sûr préciser les circonstances, est-ce que c'est au repos, est-ce que c'est à l'effort, effort important, pendant l'effort ou après l'arrêt de l'effort, ça c'est important, et les signes accompagnateurs. Là encore, vous allez interroger l'entourage. Une fois que le patient a perdu connaissance, il ne va pas pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé. Donc très important d'interroger l'entourage, et quand vous êtes aux urgences, habituellement, eh bien, vous avez l'entourage qui était venu avec le patient. Donc profitez-en et demandez à l'entourage ce qui s'est passé pendant la syncope. Est-ce qu'il y a eu des convulsions? Est-ce qu'il y a eu des morsures de langue? Est-ce qu'il y a eu une perte d'urine? Comment il était au réveil? Est-ce qu'il était vaseux? Est-ce qu'il était tout de suite bien? Enfin, vraiment, essayez de bien décrire. Si vous n'avez pas l'entourage, eh bien, a posteriori, le lendemain, on interroge, on téléphone au témoin et on essaye de préciser ceci. La durée de la syncope, est-ce que ça a duré 4 secondes et le patient se réveille tout de suite en disant « mais où je suis ?» avant même que les secours, notamment les pompiers, n'arrivent? Ou bien est-ce qu'il se réveille dans l'ambulance, voire aux urgences, en étant un peu vaseux? Ça oriente bien sûr plutôt vers un problème de malaise vagal. Et puis la fréquence de ces syncopes, est-ce que c'est la première? Est-ce que ça fait 10 ans qu'il en a de façon régulière, qu'il a déjà eu des explorations qui ont permis de trouver une pathologie ou non? Donc l'interrogatoire, je vous assure que c'est un temps important de l'exploration de la syncope. L'examen clinique, on va passer un petit peu rapidement. Vous verrez ça au cours de l'examen clinique cardiovasculaire. Donc cardiaque, vasculaire avec palpation des pouls, prise de la tension artérielle couché et debout. Quand vous êtes aux urgences, il faut le faire. Dans le cadre de l'examen vasculaire, vous regardez s'il y a des souffles au niveau des vaisseaux du cou. Et s'il n'y en a pas, vous pouvez faire un massage sino-carotidien. Donc vous sentez ici le pouls carotidien et vous allez masser avec vos 2 doigts de telle façon que vous stimuliez le barorécepteur pour voir s'il y a une hypersensibilité qui va se traduire par un ralentissement du rythme du cœur, une chute tensionnelle, et qui pourra donc être une explication à la syncope. Donc le massage sino-carotidien fait partie de l'examen, en sachant qu'il faut bien sûr faire un électrocardiogramme pendant le massage pour voir la pose du cœur, et prendre la tension pendant le massage pour voir la chute tensionnelle. Vous ferez ensuite donc un examen pneumologique et neurologique complet pour voir notamment s'il y a un déficit neurologique associé au décours de la syncope. Voici les différents examens auxquels on peut avoir recours pour préciser le diagnostic lorsque l'interrogatoire, l'examen clinique et le CG n'ont pas permis de poser le diagnostic. Donc on aura un examen biologique, une échodoppler cardiaque pour rechercher un obstacle à l'éjection, un Holter ECG sur 24 heures, un test d'inclinaison, et puis, si on veut aller plus loin, on peut utiliser un ECG d'effort, voire une imagerie un peu plus sophistiquée que l'écho, avec un scanner coronaire pour voir les coronaires, avec une IRM pour voir la structure myocardique, voir s'il y a de la fibrose ou voir s'il y a des anomalies lipidiques. Et puis, je vous l'ai dit, une exploration électrophysiologique. Je vous montrerai un exemple. Donc on va décliner un petit peu les différentes causes de syncope. Syncope neurocardiogénique, c'est la plus fréquente, notamment chez le sujet jeune. Donc vous avez des prodromes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu des malaises vagaux. Oui? Non? Non? Personne? Vous avez de la chance. Oui? Sinon, vous expliquerez à vos collègues comment ça se passe. Donc vous ne sentez pas bien. D'abord, il y a des circonstances en général de survenue. Donc atmosphère chaude au restaurant, en faisant la queue pour aller au cinéma, le stress, éventuellement un repas un peu copieux, la vue du sang, tout ça, on dit oh là, ça va pas, il y a les sueurs, le brouillard visuel, et puis
Dans ces cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de s'allonger par terre. Alors vous allez me dire, s'allonger par terre, c'est pas toujours possible, mais si. Parce qu'il faut mieux s'allonger par terre, vous paraîtrez peut-être un peu pour un original, ou le conseiller bien sûr aux patients, que de dire ah, je vais aller jusque là-bas, là, sur la chaise, traverser, et vous effondrer en traversant la rue. Vous allez vous faire à ce moment-là un énorme cocard. Donc dès que vous avez les prodromes, il faut s'allonger par terre, attendre que ça passe, s'asseoir, et puis si ça ne va pas, on se réallonge, mais au bout d'un certain temps, bon, tout se normalise, c'est-à-dire la tension remonte, le cœur, s'il était ralenti, se réaccélère. Donc il ne faut pas se forcer à aller dans un point, on dit je vais être tranquille dans un coin. Non, ne le faites pas, allongez-vous par terre, et si vous avez des témoins, vous dites aux gens de vous surélever les jambes. Hein, voilà. Ou aux patients, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que vous qui puissiez avoir des malaises vagos. Donc on en rapproche, hein, je vous ai parlé tout à l'heure des situationnels avec l'atout, le rire. J'ai vu une patiente l'autre jour, c'est à chaque fois qu'elle riait très fort, elle avait des syncopes, on lui a conseillé de moins rire. Le test, quand vous avez un doute, parce que bon, c'est pas toujours typique dans les circonstances survenues, notamment quand je suis jeune, on peut faire un examen qui s'appelle un test d'inclinaison, qui est le tilt test. Donc on couche le patient sur une table, on prend les mesures avec ici, vous avez donc un électrocardiogramme, la fréquence cardiaque. Vous avez ici la pression artérielle, alors ça c'est sanglant, mais actuellement on a des techniques pour prendre la pression artérielle non sanglante, le Finapress. On laisse le patient en décubitus en état stable et puis on incline la table à 60 degrés et on laisse comme ça pendant 45 minutes. Alors vous dites, mais il ne se passe rien. Ben si. Chez les patients qui font des vrais malaises vagos, ils risquent d'avoir une accélération du rythme cardiaque, suivie ensuite par une décélération, donc une bradycardie. Et vous voyez que là, les petits traits sont les QRS, et puis là, il n'y a pas de QRS. Hein. Donc le cœur s'est arrêté pendant cette période-là. Il y a différents mécanismes d'arrêt, soit l'arrêt du rythme sinusal, soit du bloc auriculo-ventriculaire, mais les conséquences, c'est que le ventricule ne se contracte plus. Donc s'il ne se contracte pas, il n'y a pas de débit cardiaque, on est bien d'accord. Et parallèlement, vous voyez aussi une chute de la pression artérielle par vasoplégie, et que cette vasoplégie se surajoute à la bradycardie. Donc là, vous avez les deux causes, la bradycardie et la chute tensionnelle par vasoplégie, qui expliquent l'hypoperfusion et la syncope. Et pourquoi est-ce que ça se fait comme ça? Eh bien parce que ce sont des gens qui ont une sensibilité un petit peu excessive au niveau des récepteurs myocardiques de pression. Donc quand ils ont un stress, quand il faut un effort, eh bien ces récepteurs sensibles aux catécholamines sont une réponse exacerbée qui va stimuler le nerf vague. Et le nerf vague a pour but de ralentir le cœur, hein, c'est le nerf qui stimule la nuit, donc de ralentir le cœur et de faire une vasoplégie. Donc vous allez avoir soit uniquement un ralentissement, soit uniquement une diminution de la pression artérielle, soit les deux. Et bien sûr, à ce moment-là, une syncope.